La Cour d'assises spéciale de Bordeaux a rendu son verdict ce soir dans l'affaire de l'attaque par un commando d'une caserne de la Légion étrangère en Corse. Un légionnaire avait été tué. Les deux hommes, l'un a été acquitté, l'autre 1 an de prison avec sursis. Les syndicats avaient dit oui au protocole d'accord avec le gouvernement. La coordination dit non et fait défiler les infirmières dans les rues de Paris et des grandes villes de France. Une nouvelle pièce au dossier des prisons, un document dans ce journal sur la vie au centre de détention de Muret, une prison dont les détenus sont là pour longtemps, certains pour leur vie entière. Qu'en pensent-ils? Comment vivent-ils? Ils le disent à parole et à visage découvert. Madame, Monsieur, bonsoir. La Cour d'assises spéciale de Bordeaux a rendu son verdict ce soir dans l'affaire de l'attaque par un commando d'une caserne de la Légion étrangère en Corse. Un légionnaire avait été, souvenons-nous, tué dans cette attaque, un autre grièvement blessé. Dans le box, les deux inculpés n'étaient plus poursuivis que pour complicité. Félix Tomasini a été acquitté et Charles Pierry condamné à 1 an de prison avec sursis. Sur place, Dominique Verdeillan. 3h20 de délibéré, 6 jours de débat, 10 minutes qui viennent peut-être d'effacer plus de 5 ans de soupçons. Dans le calme, dans le recueillement, dans les larmes de joie, famille et amis de Felice Tomasi et Charles Pierry quittent la cour d'assises de Bordeaux. Le verdict résonne encore dans leurs oreilles. Felice Tomasi est déclaré non coupable de l'ensemble des faits dont il était accusé. Felice Tomasi, après 5 ans et 7 mois de préventive, est acquitté. Charles Pierry, Joseph Moracini et Saty sont condamnés pour transport et détention d'armes illégales à 1 an de prison avec sursis. Tous trois ont bénéficié de circonstances atténuantes. À la lecture du verdict à 18h15, énorme satisfaction des deux accusés, mais aussi des avocats qui voient dans ce jugement un immense espoir pour les 40 autres prisonniers corses actuellement encore en détention. Cette décision de justice, nous l'attendions depuis longtemps, depuis plus de 5 ans. Nous l'avons obtenue. C'est la seule déclaration que je peux faire. Même soulagement, même émotion chez les parents des deux Corses. C'est une grande satisfaction. Vous pensez à quoi, à qui maintenant? Maintenant, je pense qu'on va revivre comme avant. Hier, l'avocat général avait requis 10 ans de réclusion criminelle, reconnaissant néanmoins que le dossier de l'instruction était mal ficelé et que seule la complicité pouvait être retenue contre Tomasi et Pierry. Ce matin, maître Mattei, l'un des avocats, avait dit au président Gobert « La Corse veut la paix, alors donnez-nous la justice. Vous êtes notre dernière chance avant longtemps. Ce procès n'est ni celui de la compromission, ni celui de la menace, mais celui de la vraie justice. » Un appel qui a été entendu à Bordeaux, un jugement qui ce soir a dû être entendu en Corse. Oui, justement, voyons tout de suite comment ce verdict a été accueilli en Corse. Sur place, Agnès Poirier. Aujourd'hui, Felice Tomasi a été acquitté. La joie dans les rues de Bastia. Jusqu'au bout, ils ont espéré. Nous attendons l'acquittement, répétait-il, sans vraiment y croire. Tomasi acquitté, 1 an de prison avec sursis pour Pierry. Alors que le FLNC a reconduit il y a quelques semaines la trêve des attentats, on commence à penser que quelque chose peut changer en Corse. Quelque chose a été fait un pas en avant. Tout le monde a mis du sien. Il est évident que ce dossier était totalement vide, qu'il était le synonyme d'une époque que nous espérons révolue, à savoir où on faisait n'importe quoi pour essayer d'éliminer les militants nationalistes et où il y avait des machinations au niveau de l'instruction et où il y avait des sévices au niveau du commissariat de police. Eh bien, nous espérons que ce verdict permettra, avec d'autres initiatives qui ont été prises en particulier par les nationalistes, de participer à un règlement politique de la question corse. Mais déjà, on prépare le retour au pays de Félix Tomasi, acquitté aujourd'hui à Bordeaux après 5 ans et demi de détention préventive. Au terme de 3 semaines de conflit maintenant, ce sont encore les infirmières qui font la une de l'actualité de ce soir. À l'appel de leur coordination, elles ont manifesté cet après-midi à Paris et dans plusieurs villes de France. À Paris, elles étaient entre 13 000 à défiler selon la police, 20 000 selon les organisateurs de la manifestation. Et pourtant, la nuit dernière, les syndicats, à exception faite de la CGT, avaient accepté un protocole d'accord portant sur les augmentations de salaire. Mais visiblement, cet après-midi, donc, les syndicats minoritaires dans la profession, il faut le savoir, ont été désavoués par les infirmières qui entendent ainsi montrer qu'elles continuent leur combat. Alain Doubleski. Atmosphère bon enfant, mais bon enfant en colère. Des chansons où il est question de M. Evin, ministre de la Santé,
Des slogans du genre « Notre colère n'est pas un feu de paille, elle ira à son terme ». Et puis surtout, cette accusation « Les syndicats sont contre nous ». Les infirmières, les aides-soignantes étaient dans la rue un peu partout en France pour réclamer, je cite, un véritable statut, une reconnaissance de leur profession. Les salaires passaient en second plan. On parle de revalorisation de la profession, il n'y a rien eu au niveau de la revalorisation, j'insiste là-dessus. Il y a simplement eu une manne de quelques francs qui a été distribuée, de quelques francs ou centaines de francs qui a été distribués pour faire taire les gens et pour mettre l'opinion publique contre nous. On défend notre statut et notre formation avant tout. Il faut que ce soit apolitique, c'est un mouvement apolitique, c'est un mouvement corporatiste. Donc ce qu'ont signé les syndicats cette nuit, à votre avis, c'est ridicule? Je pense qu'ils ne sont pas allés suffisamment loin dans les négociations avec M. Evin. Et pour vous, la lutte continue? Pour nous, je pense que la lutte continue à partir du moment où statut et formation ne sont toujours pas reconnus. D'autre part, il ne faut pas oublier que les syndicats ne représentent que 7 à 8% de notre profession. En tête du cortège, des personnalités du comité de soutien aux infirmières, le professeur Léon Schwarzenberg ou Joël Kaufmann. En province comme à Paris, des infirmières lançaient des appels aux usagers pour qu'ils les rejoignent, ici à Bordeaux par exemple. À Lille, plus de 2500 personnes étaient dans la rue, un peu partout. Il faut noter une forte participation des aides-soignantes. Leur sort est lié à celui des infirmières, disent-elles. Pénible affaire concernant une petite fille de 4 ans à Rennes, Johanna, qui a été retirée à la garde de ses parents qui l'éduquaient selon des principes inspirés du nazisme, ce qui avait obligé la DAS à intervenir. Mais depuis 8 mois, la petite fille n'a toujours pas trouvé de famille d'accueil, et cela malgré des propositions. Et devant cette lenteur à la fois administrative et judiciaire, son grand-père avait décidé aujourd'hui d'agir au risque de se mettre dans l'illégalité. Jean Pézieux. Cet homme, André Louis, est bien décidé à se battre pour voir sa petite fille Johanna, malgré l'interdiction du juge pour enfants. Il n'a pourtant rien à se reprocher. C'est lui qui, en février, alerte la justice à propos d'éducation non conformiste donnée à Johanna par sa mère et son beau-père. Le juge décide de placer l'enfant dans un centre de la direction des affaires sanitaires et sociales, la DAS. Le grand-père, au début, voit souvent Johanna, jusqu'au jour où le juge lui supprime son droit de visite. André Louis, après avoir patienté plusieurs semaines, décide de passer outre. Si on me retire complètement le droit de la voir, parce qu'aujourd'hui j'ai fait une pression, ce n'est que rattraper ce que je n'avais pas fait avant. Je n'ai pas fait de pression avant. Tout ce qu'on a su, c'est les journalistes qui ont eu des informations par sa mère et son concubin. Mais moi, je n'ai pas parlé. Je ne voulais pas déranger la justice. On m'a d'ailleurs bien conseillé de m'écraser. André Louis en appelle maintenant à François Mitterrand pour que sa petite fille quitte le centre et soit placée dans une famille d'accueil. Le gouvernement négocie sur le plan social, on l'a vu tout à l'heure avec les infirmières. Il négocie également au Parlement, ne bénéficiant pas de la majorité absolue. Vous le savez, bien ce matin, il a réussi à faire adopter la première partie de son budget des recettes de l'État pour 1989 grâce à l'abstention des communistes et des centristes. Les centristes qui avaient obtenu que la TVA sur les produits de luxe soit ramenée de 33 à 28%. Et puis, dans la nuit, donc avant, l'impôt de solidarité sur la fortune avait été voté grâce à l'appui des communistes et à l'abstention des centristes. En quelques chiffres, rappelons quelle est la nature et la cible de cet impôt. L'impôt sur la fortune s'applique à partir de 4 millions de francs. Il comprend 4 tranches avec des taux allant de 0,5 à 1,1%. La tranche de 1,1% porte sur les fortunes supérieures à 20 millions de francs. Elle devrait rapporter 200 millions supplémentaires. Les socialistes qui l'ont fait voter ont fait passer 2 autres amendements. L'ISF et l'impôt sur le revenu ne devront pas dépasser 70% de l'imposition totale. Ils ont obtenu aussi 2 exonérations, les brevets professionnels et les actions des salariés dans leur entreprise à hauteur d'1 million de francs. Ces exonérations s'ajoutent à celles du projet lui-même, l'outil de travail, les biens professionnels quand la personne détient plus du quart du capital et les œuvres d'art. Quant aux centristes, ils ont fait voter un amendement qui permet aux ménages assujettis de déduire de l'ISF 1 000 francs par personne à charge. Notez encore au Congrès des cadres de la CFE-CGC, le président Paul Markelly, qui attaque violemment le ministre de l'économie et des finances, Pierre Bérégovoy. Il lui reproche des déclarations paranoïaques. Je cite M. Markelly, liant systématiquement la progression du pouvoir d'achat des salariés à celle de l'inflation. Alors que, dans le même temps, dit-il, l'État n'hésite pas, lui, à augmenter son budget de plus de 2,5%. Quant au CNPF, il n'est pas épargné non plus,
Le CNPF, selon M. Markelly, est toujours prêt à tendre la main au gouvernement pour recevoir plus et payer toujours moins les salariés. Sondage Ipsos, journal du dimanche, sur la popularité du chef de l'État et du Premier ministre en octobre. Par rapport à septembre, eh bien, M. Mitterrand perd 1 point, 50% de satisfaits contre 51 au mois de septembre. M. Michel Rocard, quant à lui, perd 3 points, 44% de satisfaits contre 47 en septembre. Étranger maintenant, en Algérie, la volonté d'ouverture affichée par le gouvernement algérien est prise au mot par une partie de la population algérienne au travers de ses organisations professionnelles ou encore dans le milieu étudiant. Des réunions publiques de contestation ont lieu aujourd'hui en Algérie, ce qui était encore impensable il y a 15 jours. Sur place, Bruno Ledreff, Jean Cornu. Comme un frémissement. 250 étudiants manifestent dans l'université de Bab el-Zouar, la plus importante d'Alger. 250 étudiants sur 20 000, c'est peu, c'est beaucoup. Ils défilent sans être inquiétés. Nous pouvons les filmer librement, c'est nouveau. Une dizaine d'étudiants entament une grève de la faim. On les laisse faire, c'est du jamais vu. Après les journées d'émeutes et la sanglante répression qui a suivi, le président Chadli l'avait exigé, le pays doit s'ouvrir à plus de démocratie. Les résistances, les craintes, les doutes sont nombreux, mais aujourd'hui, quelques-uns osent parler. Il y a eu des centaines et des centaines de morts, parfois battus froidement dans la rue ou bien dans des magasins. On a torturé sauvagement dans les locaux des services de sécurité. On a maltraité des enfants. Et quel que soit le système qu'il doit y avoir par la suite, il faut que ça disparaisse. Pour la première fois de leur histoire, des professeurs se réunissent en dehors du très officiel cadre syndical. Les morts des journées d'émeute leur ont donné, comme à d'autres, du courage. La torture dans toutes ses formes, physique et morale, c'est un peu partout dans le pays, des voix s'élèvent. Elles en ont la possibilité aujourd'hui. Il y a les jeunes qui ont manifesté, qui ont peut-être, les tout jeunes, qui avaient des motivations personnelles, dont la presse a beaucoup parlé, mais maintenant on réfléchit beaucoup, et les moins jeunes, évidemment, eux posent des problèmes qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de poser, il faut le dire, depuis 26 ans, depuis l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Il y a bien en Algérie un début d'ouverture politique. À preuve, dans le journal télévisé, on peut entendre la voix de la rue réclamant des réformes politiques. En particulier, la possibilité d'existence d'autres partis que le FLN. Une nouvelle fois, du jamais vu. Mieux encore, ce reportage critiquant les méfaits de la bureaucratie. La télévision algérienne est l'expression officielle du gouvernement. De tels reportages ne sont possibles qu'avec l'accord des plus hautes autorités politiques. La société algérienne se trouve aujourd'hui en état d'asphyxie, son économie dans une très mauvaise situation. Pour éviter la mort lente, une seule solution, l'ouverture. Ou bien le président Chadli et ceux qui veulent avec lui une ouverture politique et économique l'emportent, et alors l'Algérie devrait pouvoir mieux développer son potentiel industriel, ou bien ils sont battus et le pays risque de s'enfoncer un peu plus dans la spirale infernale de la dette, de la dépendance économique, voire même politique. La politique étrangère ce soir, c'est également une affaire de cœur, dans les deux sens du terme d'ailleurs, pour le Premier ministre grec Andreas Papandréou, qui est rentré dans son pays aujourd'hui après 2 mois d'absence, soigné à Londres pour une grave maladie cardiaque, à Londres où l'avait suivi sa nouvelle et jeune compagne de 35 ans, sa cadette. Ce que, visiblement, ses supporters politiques qui lui ont pardonné, si l'on en juge par l'accueil qu'il a reçu cet après-midi sur l'aéroport d'Athènes. Gilles Rabine. Il est de retour après 2 mois d'absence avec son vieux cœur de 69 ans entièrement remis à neuf chez les Anglais. Elle est de retour elle aussi, Dimitra Liani, son bel amour de 34 ans, une ancienne hôtesse de l'air que le protocole retient sur la coupée. La présence de celle par qui le scandale est arrivé suffirait en effet à rappeler à cette foule enthousiaste qu'à Londres, malgré le talent de ses chirurgiens, Andreas Papandréou n'est pas parvenu à régler tous ses problèmes de cœur. Cette voiture que la foule escorte ne ramènera pas le Premier ministre grec chez lui. Son épouse légitime refuse toujours de quitter le palais conjugal. Dans l'Antiquité déjà, Zeus devait descendre de l'Olympe pour flirter avec Vénus. Dans les affaires que nous aimons à suivre lorsque l'actualité quotidienne tente à les faire oublier, en voici une qui concerne
le marché unique européen de 1993. D'ici là, il faudra, vous le savez, que les 12 pays de la communauté européenne aient harmonisé toutes leurs réglementations. C'est un travail de titan. Si l'on se réfère par exemple aux 20 ans qui ont été nécessaires pour faire en sorte que la réglementation européenne sur les confitures, a priori simple à faire et à concevoir, soit la même partout. Eh bien donc, détrompez-vous, la signature définitive n'a été apposée que dimanche dernier, dans l'indifférence quasi générale d'ailleurs. Delphine Delasselle. Le plus facile avec la confiture, c'est encore d'essayer de la manger le plus proprement possible. Gourmandise pour les uns, la confiture est devenue le cauchemar des spécialistes du marché européen. Chaque ingrédient, fruits, sucre, gélifiant ou colorant, a fait l'objet d'âpres discussions. En 1979, une première directive européenne est votée, mais en 88, le dossier n'est toujours pas bouclé. Sur ce dossier confiture, on peut chiffrer le temps à 15-20 ans pour aboutir à la situation d'aujourd'hui. On peut dire que si on intègre aussi bien les fonctionnaires français que tous les fonctionnaires de la communauté, 100 personnes à peu près ont vu ce dossier confiture, qui constitue une masse de papier étonnante dont vous avez un échantillon ici pour ce qui nous concerne. La difficulté, trouver des normes communes pour 12 pays ayant chacun une tradition bien particulière dans le domaine, tant pour la fabrication que pour l'appellation. Par exemple, en portugais, il est pratiquement impossible de traduire le mot marmelade, puisque il n'a pas d'équivalence en portugais. En portugais, une marmelade est un produit qui est fabriqué à partir d'un fruit qui s'appelle le coin, alors que la marmelade est un produit défini par la directive européenne comme un produit fait à base d'agrumes. La France est plutôt bien placée. La qualité de sa confiture est conforme au texte. Ses étiquettes, protection du consommateur oblige, sont parfaitement réglementaires. En ce qui concerne les Français, ça n'a pas changé grand-chose. Les Français étaient déjà habitués à faire un produit de bonne qualité comparativement à ce qui se passait en Europe. Mais depuis 8 ans, on peut dire que tous les pays se conforment à la directive et toutes les ventes de confitures qui se font dans les pays sont conformes du côté fabrication comme du côté étiquetage. Aujourd'hui, la confiture européenne existe, mais il n'est plus question de consacrer autant d'années aux différents dossiers qui s'accumulent. À Bruxelles, on accélère les procédures. Dans 5 ans, tout devrait être réglé. L'industrie de la lunette tient salon à Paris en ce moment. Dans ce secteur, eh bien, la France est leader. C'est le bon point économique de cette semaine. Nous sommes allés rendre visite aux plus grands fabricants français qui cherchent, innovent et exportent dans le monde entier. Jacques Violet. En 1988, une paire de lunettes, ça se conçoit et se fabrique à la fois grâce aux technologies les plus modernes, mais aussi et toujours à la main, pièce par pièce. Bésicle, binocle, lorgnon, depuis des siècles on porte des lunettes. Aujourd'hui, 1 personne sur 4 dans le monde est presbyte. Un marché énorme dominé par une société française, Essilor. Ces usines fabriquent chaque année des centaines de milliers de montures, dont 80% pour l'exportation, et des verres, dont la production est impressionnante. Empilés les uns sur les autres, ils représentent chaque jour l'équivalent de 3 tours Eiffel. D'abord les montures. Elles sont créées, dessinées par 8 personnes dans un atelier. On choisit les matières, les formes, les couleurs. Tous les ans des nouveaux modèles. Une collection, c'est environ 120 modèles que nous renouvelons à un rythme d'environ 50% par an. C'est-à-dire, chaque année, nous sortons 60 nouveaux modèles. Dans les laboratoires, on étudie les performances des matériaux pour créer des nouveaux verres. On transforme des matières minérales ou organiques, par exemple, pour réaliser un verre composite avec un noyau de polymère, c'est-à-dire du plastique, entouré de 2 structures de verre. Nos axes de recherche sont principalement la mise au point de produits de meilleure qualité qui ont des propriétés améliorées, de résistance au choc, de résistance à la rayure, de légèreté, c'est-à-dire de faire des verres confortables. Mais il y a tout un autre domaine de recherche qui concerne la physiologie de la vision. Par exemple, les astronautes américains ou les cosmonautes soviétiques utilisent nos verres Varilux.
Varilux, le plus bel exemple de réussite. Un verre inventé en 1959 qui a mis au rencard les vieilles lunettes à double foyer et porté aujourd'hui par plus de 50 millions de personnes dans le monde. C'est le document de notre édition de ce soir. On dit parfois des choses fausses ou mal vérifiées sur l'univers des prisons françaises. Le reportage que nous vous présentons ce soir est donc particulièrement intéressant puisqu'il nous a été permis de visiter très librement et de nous entretenir tout aussi librement avec les détenus du centre de détention de Muret, près de Toulouse, en Haute-Garonne. Dans cette prison, eh bien, les détenus ne sont pas de passage, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont tous été condamnés à de longues, très longues peines ou même à la perpétuité. Comment vivent-ils? Que pensent-ils de leur sort? Enquête de Thierry Calmette et Gilbert Uzan. Après le verdict, voici le centre de détention. Un établissement pas comme les autres pour y purger une peine de 15 ans, 20 ans ou perpétuité. Les longues peines cochent le calendrier tous les jours, mais comptent en années. Un premier combat, vaincre la tentation du suicide. C'est très dur, c'est même inhumain. Oui, c'est même inhumain parce que le gars, il sait jamais quand il va sortir. Oui, pour lui, il a pas de date. Et alors, il se demande à un moment, il se dit, mais pourquoi je me lève, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais cela? Puisqu'il faut toujours recommencer et j'ai rien au bout. À Muret vivent près de 700 détenus, dont 50 condamnés à perpétuité. Une prison moderne. Privation de liberté, parfois définitivement, mais selon la loi, droit à l'éducation, au travail, à la santé. Ici, le visiteur ressent l'obsession lancinante. Le corps, la forme physique. Parfois à l'excès. Vous êtes là pour combien de temps? Pour 4 années encore, pour 4 ans. Et combien en tout? 15. Et c'est comme ça que vous avez attrapé ces muscles? Un luxe, cette salle de gym, un défouloir qui ne fait pas l'unanimité. Ici, on a des privilèges par rapport à certains endroits. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est étalé sur des années, le problème. Sur des années. Et les gars, bon, si vous voulez, sur des années, ils perdent toute notion de la possibilité de réinsertion. La réinsertion, je vous dis, c'est pas l'haltérophilie. Le truc positif, c'est d'ailleurs de retrouver sa famille dehors. Et la famille, elle se fatigue, de toute façon, à force de venir au bout de, si vous voulez, au bout de 5, 6, 8 ans, que quelqu'un va venir vous voir, c'est obligatoirement les liens se brisent. Et c'est sur ces choses-là qui sont concrètes. Là, on vous a montré un côté, bon, d'accord, il y a des haltères, il y a pas mal de choses. Mais ça nous amènera à rien, si vous voulez, à la sortie. La sortie. Même après 20 ans, ils sortiront un jour. Alors à Muret, les détenus occupent 400 postes de travail. Formation professionnelle et apprentissage de la vie sociale. Certains ateliers gérés par des entreprises privées développent des techniques de pointe. Mais le taux de chômage à l'extérieur réduit les possibilités d'emploi et de rééducation. L'atelier qui fabrique ces baignoires de thalassothérapie représente une exception. L'artisanat, chargé de symboles, mais moins valorisant, demeure une source d'activité solide. La réinsertion n'est pas l'unique objectif de cette industrie pénitentiaire. À Muret tout se paie, salaire maximum de 1000 francs. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on n'est pas dans une 3 étoiles. Il faudrait peut-être le dire aussi à beaucoup de gens qui disent la télévision, ils sont en prison, ils ont la télé, ils ont ceci, cela. Oui, il ne faut pas oublier qu'on les paye, les télévisions. On ne les a pas gratis, on n'a rien gratuit ici. Hein. Ni ici, ni en maison d'arrêt, ni quoi que ce soit. Ça vous coûte combien par mois de vivre ici? À peu près. 800 francs. L'argent, obligation d'acheter le récepteur de télévision. Pouvoir améliorer l'ordinaire. Pouvoir cantiner, c'est-à-dire acheter des cigarettes, des journaux. Le superflu, indispensable pour atténuer les angoisses et les fantasmes lorsque vient le soir. Vous savez, 12 ans de prison, personne ne peut véritablement savoir ce que c'est. Vous en sortez jamais de la prison. Parce que à l'intérieur de vous-même, même quand vous serez dehors, vous la porterez. Et que la souffrance, quand il vous arrive aussi quelque chose, la souffrance, vous la portez, c'est une punition. Elle n'entre pas dans les punitions qu'inflige un jury populaire. Mais vous l'avez en vous. Donc c'est quelque chose qui se rajoute. Non. La crainte. Il faut réapprendre à vivre en société et respecter le règlement intérieur de la prison. Des règles fermes, mais non brutales. Oui. La faute se juge dans le prétoire, le tribunal de la prison. Sanction le mitard, juste à côté.
Certains y passent plus de 45 jours. Faire du mitard, c'est se marquer à l'encre rouge, repousser de plusieurs années la date d'une éventuelle permission de sortie. Cette permission est une véritable carotte pour les condamnés et l'administration. Sans elle, pas de modus vivendi. Il faut faire la moitié de la peine. Et la moitié de la peine pour perpète, c'est 15 ans. 15 ans, il faut que je fasse 15 ans et après je peux sortir en permission. Depuis 1986, j'ai fini cette peine de 20 ans là, que j'ai pris à Saint-Étienne pour du hold-up, que je vous dis que j'ai pas fait. Et bon, je suis en permission, tous les 3 mois, c'est un contrat, vous voyez. Bon, moi je suis un homme régulier, tous ceux qui me connaissent le savent d'ailleurs. Alors par conséquent, je sors, je vais travailler chez moi parce que j'ai du travail, je suis auprès de ma famille, vous voyez. Cette année à Muret, 2 détenus sur 100 ne sont pas revenus après une permission, c'est une certaine réussite. L'école en prison, un autre moyen de s'en sortir, mais les crédits restreints limitent le nombre des professeurs et découragent les élèves. Les éducateurs prennent en charge les difficultés, sauf une seule, le manque de liberté. C'est un feuilleton qui se poursuit. Les baleines coincées par la banquise en Alaska. L'une d'entre elles n'est pas réapparue depuis ce matin et les secours ne sont toujours pas arrivés sur place. Claude Crespo. Les sauveteurs l'avaient baptisé Os, ou Bonne en anglais, parce que le baleineau avait l'éperon à vif, à force de frapper sous la glace pour aller respirer. Depuis hier soir, il a disparu. Seules ses compagnes, Bonnette et Crosbeer, continuent à venir régulièrement. Mais leur cadence, toutes les 2 minutes maintenant, est signe de leur essoufflement. Sur la banquise, les sauveteurs n'ont pas lâché prise. Ceux-ci, après avoir tronçonné, utilisent des appareils à dégeler par brassage de l'eau. Un système qui, théoriquement, empêche la glace de se reformer dans les trous. Il ne faut pas oublier qu'il fait moins 30 degrés. Dans les airs, 2 hélicoptères grues, à tour de rôle, progressent, très lentement, en brisant la banquise avec ce pilon de béton. Ces baleines grises ont réussi là où souvent la diplomatie a échoué. Le monde entier s'apitoie sur leur sort. L'URSS a même offert un brise-glace et un représentant de Greenpeace doit arriver demain avec des enregistrements de chants de baleines pour guider les cétacés vers le large. Toujours est-il qu'ils ont déjà franchi 800 mètres de trou en trou. Mais même si la météo annonce un radoucissement, il reste encore des dizaines et des dizaines de kilomètres pour arriver vers la zone non glacée salvatrice. Sport pour terminer, Chypre-France de football, comptant pour la qualification de la prochaine Coupe du Monde de football. Donc, à quelques minutes de la fin actuellement, c'est la France qui mène 1-0, je crois. Dominique ? Écoutez bien, regardez bien. Ceci est la seule action dangereuse des Français en 43 minutes. Papin échoue à gauche du gardien chypriote. On croit rêver, enfin. Plutôt être en plein cauchemar. Un cauchemar qui prend fin à 1 minute de la mi-temps seulement. Huxveret termine au fond des filets. Un bon travail de Franck Sauzé, bien relayé par Papin. Ouf, il était temps. La France s'était allée au Mondial 82 grâce à sa victoire 7-0 sur Chypre. On est cette fois bien loin du compte, au moment du bilan, souhaitant qu'on n'ait pas pour départager à tenir compte de cette différence de but. Voilà maintenant les résultats du tiercé pour terminer, puisque les pronostics vous sont communiqués maintenant tous les samedis soirs, je vous le rappelle, à 19h30 par Pierre Edbrech. Je me contente donc des résultats de cet après-midi. Tiercé, 5, 4, 16. Rapport 8177 francs et 50 centimes. Et puis le quartet qui va suivre derrière vous ajoute